L'Acropole, la plus célèbre et la plus imposante des merveilles de l'Antiquité grecque. Ces temples avaient des dimensions presque inimaginables. Comment ces édifices défiant les moyens techniques de l'époque ont-ils été érigés? C'est vraiment fascinant, c'est un immense puzzle à reconstituer. Quels rituels ont-ils abrités? Et comment ont-ils résisté à l'épreuve du temps alors que d'autres sont tombés en ruine? Les dernières innovations scientifiques vont nous permettre de percer les secrets des techniques de fabrication qui protègent ces colosses de pierre. Sur un rocher massif surplombant la ville d'Athènes, se dresse un lieu emblématique de la civilisation occidentale. L'Acropole. Ici, il y a 2400 ans, les Grecs ont érigé un extraordinaire ensemble de temples dédiés au culte de leurs dieux. Aujourd'hui en cours de rénovation, l'Acropole livre ses secrets. Les travaux conduits sur ces deux principaux édifices, le Parthénon, que le monde entier connaît, et les Propylées, l'entrée monumentale, lèvent le voile sur de nombreux mystères. Le Parthénon était le plus grand temple de son époque. Ces 22 000 tonnes de marbre précieux formaient un édifice d'une extrême perfection. Ces 13 000 pierres individuelles s'assemblaient avec une telle précision que ces jointures étaient étanches. Ces 58 colonnes massives étaient à l'épreuve des tremblements de terre. C'est une structure que l'on peut qualifier d'extraordinaire. Mais comment a-t-elle été construite exactement? Le secret de la perfection du Parthénon réside en premier lieu dans le matériau qui le constitue, le marbre. Massif, ces plus grands blocs pèsent près de 10 tonnes chacun. Mais il n'y avait pas de marbre à Athènes. Alors, où les Grecs de l'Antiquité ont-ils trouvé ces blocs colossaux? Et surtout, comment les ont-ils hissés au sommet de la colline? C'est sur le Pentélique, à 17 km de la ville, que l'on peut trouver des réponses à ces questions. Edith Hall, historienne, est venue ici pour assembler les pièces de ce puzzle antique. Le Parthénon est né ici. C'est dans ces parois que les blocs de marbre de l'Acropole ont été taillés avant d'être transportés jusqu'à Athènes. Ici, il y a du marbre blanc partout et des pierres de toutes les tailles. Regardez celle-ci. Elle est incroyablement blanche et brillante. Il y a des particules qui scintillent. Une fois poli et taillé, ce marbre luit au soleil. Il était presque incandescent. Si la carrière antique regorge de marbre, il s'agit principalement de petits morceaux. Les artisans de l'époque ont dû avoir beaucoup de mal à trouver les gigantesques blocs nécessaires à la construction du Parthénon. Aujourd'hui, les ouvriers qui travaillent sur cette carrière du Pentélique sont confrontés au même problème. Le marbre extrait de ces parois est très prisé, et pour cause. Il est très précieux à cause de sa qualité, de sa blancheur. Il provient du même gisement que le marbre utilisé par les Grecs de l'Antiquité et sert aujourd'hui
à restaurer l'acropole. C'est exactement le même marbre que celui qui a servi à construire le Parthénon. Il ne vient pas de la même carrière, mais c'est le même gisement. Même avec les moyens techniques modernes, l'extraction de larges blocs de marbre est extrêmement complexe. De multiples fissures naturelles rendent la roche très fragile. Les scies à fils diamantés permettent de la découper avec facilité. Mais une fois extraits, les blocs ont tendance à s'effriter. Il faut de gros blocs pour le Parthénon. On trouve 1, 2, voire 3 blocs de la bonne taille et de la bonne qualité chaque année. Les Grecs de l'Antiquité ne disposaient que d'outils manuels. Il leur a donc probablement fallu des années pour extraire les larges blocs de pierre nécessaires à la construction du Parthénon. Et une fois les pierres extraites, ils se sont retrouvés confrontés à un autre défi de taille. Comment transporter ces blocs massifs sur 17 km et comment les hisser au sommet de la colline? Edith pense avoir trouvé des éléments de réponse sur le site de l'ancienne carrière. Je me trouve actuellement sur la route qui servait à transporter tous les blocs de marbre de la carrière à Athènes, puis à l'acropole elle-même. Ça descend, c'est même assez raide, mais le terrain est régulier et peu accidenté. Le tracé de la route est relativement droit de façon à ce que le trajet soit le plus court possible, parce que c'était un travail herculéen pour les ouvriers. Des charrettes tirées par des mules transportaient les pierres jusqu'à Athènes. Mais une fois sur place, la véritable difficulté consistait à hisser le marbre au sommet de l'acropole. La colline culmine à 70 mètres au-dessus de la ville. Les Grecs n'ont pas pu se contenter de hisser ces blocs massifs accrus dans le vide. Alors, comment s'y sont-ils pris? La première étape de leur solution a consisté à rendre l'ascension plus facile. Aujourd'hui, le chemin qui mène au sommet de l'acropole est particulièrement raide. C'est le chemin emprunté par les blocs de marbre qui ont servi à construire les temples. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. À l'insu des milliers de touristes qui passent ici chaque jour, la réponse est là. Ils ont construit une rampe en pierre très lisse qui présentait une pente très légère de seulement 10%. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques pierres. Mais leur orientation ne laisse place à aucun doute. Elle faisait autrefois partie d'une rampe colossale qui reliait le bas de la colline au sommet. Mais comment les Grecs utilisaient-ils cette rampe? Pour les archéologues, il s'agit d'un système parfaitement abouti. Au pied de la colline, on plaçait une charrette équipée de roues gigantesques pour supporter le poids des blocs de marbre. Au sommet de la rampe se trouvait une poulie en bois solidement ancrée dans le sol. Une épaisse corde reliait la charrette en contrebas à la poulie. La deuxième extrémité de la corde était fixée à une autre charrette, positionnée au sommet de la colline, et remplie de gravats pour faire contrepoids. À mesure que le chariot de gravats descendait, il hissait les blocs de marbre sur la rampe. Un ingénieux système de téléphérique mis au point avant l'heure par les Grecs de l'Antiquité. Hisser 22 000 tonnes de marbre au sommet de la colline a dû représenter un travail herculéen. Les Grecs auraient pu ériger leur temple à n'importe quel endroit. Alors pourquoi ont-ils choisi celui qui posait le plus de défis? Et à quoi leur servaient ces temples?
Acropole signifie ville haute. C'est le point culminant de la ville. L'acropole abritait le trésor de la cité. C'est là que siégeait le gouvernement. Et c'était aussi bien sûr un lieu de culte. Sur l'acropole, les Athéniens se sentaient plus proches de leur dieu. Si les Grecs étaient polythéistes, les temples principaux du site ne sont dédiés qu'à un dieu, ou plus exactement à une déesse, Athéna. Athéna est l'une des plus anciennes divinités grecques. C'est la déesse des cités, de la civilisation, et elle est souvent vénérée dans les citadelles perchées sur un rocher, autour desquelles de grandes communautés urbaines se sont formées. C'est elle qui a donné son nom à la ville. Athènes est la ville d'Athéna. Athéna était surnommée la déesse vierge, et en grec, Parthénon désigne la demeure des vierges. Les témoignages historiques nous révèlent le faste et la démesure qui caractérisaient autrefois le temple. À l'intérieur se dressait la statue d'Athéna. Haute de 11 mètres, la déesse tenait dans sa main une représentation à taille humaine de Niké, la déesse de la victoire. Autour de la statue se dressait un splendide édifice dédié au culte de la déesse, chargé de protéger la ville et de la rendre imprenable. Récemment, les archéologues ont fait une découverte incroyable sur le site. À l'abri des regards, sous le sol du temple en marbre, reposent des milliers de blocs de calcaire dont ils ignorent l'origine. Sur l'un des côtés, ils sont empilés sur 22 couches de profondeur. Il s'agit de fondations massives en forme d'angle qui épousent la pente de la colline. Or, certains de ces blocs ont 100 ans de plus que le Parthénon qui repose sur eux. On peut donc en déduire qu'un édifice a occupé cet emplacement bien avant le Parthénon. Quelle était cette mystérieuse structure et que lui est-il arrivé? Elisabeth Siumpara, archéologue, tente de répondre à ces questions. Qu'est-ce que ça donne, Costa? 4,1. Avec son équipe, elle tente de rassembler les pièces d'un immense puzzle tridimensionnel. Entre les murs de l'acropole, des milliers de fragments jonchent le sol. Et tous ne sont pas en marbre. Certains sont en calcaire. Ce sont probablement les restes de la structure qui s'élevait ici, avant le Parthénon. Tous ces blocs sont numérotés. Elisabeth cherche à retrouver les fragments de calcaire qui s'assemblent. C'est un travail de fourmi. Le projet a commencé il y a plus de 30 ans. Nous avons déjà trouvé près de 23 000 blocs. Notre principal objectif, c'est d'identifier l'origine de toutes ces pierres. C'est un immense puzzle. Un immense puzzle avec un prix extraordinaire à la clé. Ah, génial! Si l'équipe parvient à identifier assez de fragments consécutifs, elle pourra reconstituer le bâtiment d'origine. C'est probablement une tuile. C'est très rare. Chaque fragment est numéroté et toutes les données relatives à ce fragment sont consignées sous ce numéro. Les mesures, de quoi il s'agit, de quel monument il vient lorsqu'on le sait. Ensuite, on saisit tout dans notre logiciel et on réalise une reconstitution du bâtiment. Après plusieurs années de travail, les archéologues ont fait une découverte de premier plan. À l'aide des petits fragments rassemblés, ils ont calculé les dimensions d'une mystérieuse structure. La présence de motifs ornementaux sur ces blocs leur a permis de conclure qu'il s'agissait d'un temple doté d'un magnifique fronton, long de 48 mètres et pesant des milliers de tonnes.
l'édifice se dressait fièrement sur des fondations en calcaire qui se trouvent encore sous le Parthénon que nous connaissons aujourd'hui. Élisabeth a mis des années avant de pouvoir se représenter ce temple. On peut reconstituer tous les détails. Grâce à quelques motifs détaillés, elle a identifié les principaux blocs de l'édifice, puis les a assemblés sur ordinateur. Après avoir trouvé tous les fragments, on a dû identifier d'où ils venaient. Il a fallu assembler tous ces petits morceaux pour reconstituer le bâtiment dans son intégralité. Fait surprenant, l'ancien temple était également un Parthénon, construit bien avant celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais que lui est-il arrivé? Edith Hall pense avoir trouvé des éléments de réponse dans ces statues. Ce sont les vestiges du temple d'Athéna qui se dressaient à l'endroit où se trouve le Parthénon aujourd'hui. Et ils sont extraordinaires. Ces statues ont été sculptées juste avant qu'Athènes ne devienne la première démocratie du monde. Elles représentent des hommes qui luttent contre des créatures de la mer. Ici, on a Héraclès, qui se bat avec un triton, une créature mi-homme, mi-poisson. De l'autre côté, on a un démon, un poisson à 3 têtes. Au centre, 2 lions dévorent un taureau. Ce sont des sculptures très simples, beaucoup plus primitives que ce que l'on peut voir sur le Parthénon qui a survécu. Nul ne sait avec certitude pourquoi le temple a été détruit. Mais on suppose qu'il était trop vétuste et que ses représentations mythologiques n'étaient plus en phase avec les croyances de l'époque. Ces représentations étaient peut-être devenues obsolètes. On ne sait pas si c'est la seule raison, mais c'est un des éléments qui a pu conduire à la construction du temple que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Parthénon. Avec le premier Parthénon, le peuple d'Athènes avait prouvé qu'il était en mesure de construire un temple de pierre au-dessus de la ville. Mais la génération suivante était déterminée à faire encore mieux. Elle y est parvenue, puisque l'acropole que nous connaissons aujourd'hui compte parmi les plus grandes réalisations de l'Antiquité. L'homme par qui tout est arrivé s'appelait Périclès. Périclès était l'homme politique qui dirigeait Athènes en 450 avant Jésus-Christ. Il s'était forgé une réputation de personnalité brillante et il a demandé aux Athéniens de financer la construction de temples tels que le monde n'en avait jamais vu. Il a réussi à les convaincre de construire quelque chose qui durerait toujours. Il s'agit d'un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est le début de l'âge d'or de l'Antiquité grecque, une période qui voit naître la démocratie et les grands philosophes. Le travail des archéologues le confirme. Les temples de l'Acropole comptent parmi les édifices les plus extraordinaires que l'homme ait jamais bâtis. Vassiliki Eleftheriou dirige les travaux de restauration sur le site de la citadelle. Ils doivent déplacer ces blocs pour les amener ici. Aujourd'hui, son équipe installe un bloc qui s'intégrait dans les propylées, l'entrée monumentale. Une fois de plus, les restaurateurs s'émerveillent devant l'extrême rigueur dont les artisans de l'Antiquité faisaient preuve. Aujourd'hui, leurs marquages servent encore de guide à Vassiliki. Ces lignes indiquent l'emplacement des blocs à l'époque. Et nous nous en servons pour repositionner les blocs aujourd'hui. Être à la hauteur de ces anciens bâtisseurs est un véritable défi, même avec les techniques modernes. Aujourd'hui, nos ingénieurs admirent le travail de leurs antiques prédécesseurs.
Ils avaient des secrets que nous ne connaissons pas. Comment les Grecs parvenaient-ils à assembler leurs blocs de manière étanche? Cela reste une énigme. Ils maîtrisaient parfaitement leur art. Ils connaissaient bien le marbre et ils étaient équipés d'outils très précis. Leurs blocs de pierre s'assemblaient avec une telle justesse que rien ne pouvait passer. Aujourd'hui encore, ce bloc taillé il y a 2400 ans s'encastre parfaitement dans la paroi. Pour construire l'acropole, les Grecs de l'Antiquité ont dû répéter à l'échelle industrielle cette opération d'une extrême précision. Comment ont-ils fait? Ils ont taillé 13 000 blocs de marbre parfaitement rectangulaires. À l'aide de ces blocs, ils ont érigé des murs de 12 mètres de haut. À l'extérieur, ils ont empilé plus de 600 tambours en marbre pour former 58 colonnes hautes de plus de 3 étages. Sur ces colonnes, ils ont posé des pierres pesant jusqu'à 10 tonnes. Comment les Grecs de l'Antiquité sont-ils parvenus à soulever des blocs aussi massifs et à les positionner avec une telle précision? À l'entrée de l'acropole, les ingénieurs se retrouvent confrontés au même problème que leurs homologues de l'Antiquité. L'architecte Konstantinos Karanassos et son équipe doivent hisser un authentique tambour sur une colonne. L'objectif est de placer le tambour dans sa position d'origine. Soulever ce vieux bloc de marbre demande une extrême précaution. C'est très difficile parce qu'il faut faire attention à ne pas endommager le bloc. C'est une lourde responsabilité. Les ingénieurs se heurtent à un problème qu'ils n'avaient pas prévu. Les sangles courent sous le tambour, empêchant de poser le bloc directement sur la colonne. Comment s'y prenaient les ingénieurs à l'époque? Un bloc de marbre parmi les milliers qui composent l'acropole permet de répondre à cette question. Ce bloc est différent des tambours finaux. Mais pour Edith, il lève le voile sur un mystère de l'ingénierie. C'est très intéressant. C'est un des tambours de colonne tel qu'il sortait de la carrière. Là-bas, on leur donnait cette forme circulaire, mais on laissait ces protubérances. À quoi ces protubérances servaient-elles? Les Grecs de l'Antiquité disposaient de grues en bois capables de hisser des blocs de 10 tonnes sur une hauteur équivalente à 3 étages. Les tambours n'étaient pas sculptés. Ils comportaient des protubérances ou bosses qui permettaient de les soulever à l'aide de cordes et de les libérer tout aussi facilement. On empilait 11 tambours pour construire une colonne. Puis on sculptait les cannelures de manière parfaitement alignée. Ainsi, toutes les colonnes du Parthénon étaient parfaitement identiques. Mais cette technique n'était pas seulement utilisée pour soulever les tambours des colonnes. Comme le montre ce mur peu habituel, des propylées. La protubérance que vous voyez ici servait à soulever et positionner les blocs de marbre. Les ouvriers utilisaient ces bosses pour soulever les blocs et les mettre en position. Puis ils les coupaient au burin
et polissaient le tambour. Mais les propylées n'ont jamais été achevés. La guerre du Péloponnèse a éclaté pendant la construction des propylées. Alors, ils ont probablement manqué de temps pour terminer certaines parties des bâtiments. Le Parthénon a été achevé, mais pas les propylées. Non, non, il sera placé ici. Sans ces bosses, la seule manière de positionner le tambour est d'utiliser les techniques modernes. Les ingénieurs enroulent les cordes autour du tambour au lieu de les faire passer sous le bloc. Mais la grande difficulté consiste à maintenir le marbre à l'horizontale. On essaie de le soulever à l'horizontale, parce que c'est la position dans laquelle il sera placé sur l'autre tambour. Il faudra 2 jours à l'équipe pour placer le tambour dans sa position d'origine et franchir une nouvelle étape dans la reconstitution des propylées. Pendant ce temps, sur le Parthénon, les restaurateurs utilisent de nouveaux tambours de marbre, ce qui soulève un autre problème. Même à l'aide d'outils électriques, la taille des cannelures est une opération très délicate. Le moindre dérapage, et c'est toute la colonne qu'il faut changer. Pour reproduire les mêmes sillons qui se rétrécissent vers le haut de la colonne, on utilise des patrons en plastique. Il faut environ 5 mois pour achever un seul tambour. Les Grecs de l'Antiquité n'ont mis que 6 ans pour réaliser toutes les cannelures du Parthénon. C'est une prouesse remarquable. Les édifices de l'Acropole ont plus de 2400 ans. Peu de structures au monde ont survécu aussi longtemps. Et pourtant, la Grèce compte parmi les régions les plus actives sur le plan sismique. Dans la ville d'Athènes, des bâtiments modernes ont été détruits par de récents tremblements de terre. Alors, quel était le secret des Grecs de l'Antiquité? Ioannis Kalogeras est sismologue. Il surveille l'activité sismique au niveau de l'Acropole. C'est dans ce genre d'endroit que nous installons nos instruments de mesure. Ça, c'est l'accélérographe. Cet accélérographe, ainsi que 9 autres positionnés sur le site, mesure les tremblements du sol. Voilà, on est connecté à 5 instruments. L'analyse des données ainsi collectées a permis de mettre au jour un étrange phénomène sur le Parthénon. Voici la courbe d'un petit tremblement de terre local. La courbe indique que les fondations du Parthénon tremblent moins que le sol de la ville. Comment expliquer cela? Qu'est-ce qui différencie le site de l'Acropole des autres sites? Les caractéristiques géologiques du site sont différentes. Le rocher sur lequel se trouve l'Acropole est fixe, mais la ville est construite sur un sol mobile qui enregistre de fortes vibrations en cas de tremblement de terre. Le Parthénon, lui, est construit sur le calcaire, qui est plus rigide. Ainsi, c'est grâce à ces fondations construites sur une roche fixe que le Parthénon a survécu si longtemps. Mais ce seul fait ne suffit pas à expliquer l'extrême résistance des temples de l'Acropole face aux tremblements de terre. La véritable spécificité de ces structures se cache à l'intérieur de leurs pierres. Si l'on démantelait le Parthénon, on ne trouverait pas 1 gramme de mortier pour maintenir les blocs de marbre. Au lieu de cela, on découvrirait de mystérieuses cavités dans la pierre. Et à l'intérieur, des broches en fer. Les tambours des colonnes sont reliés entre eux par des cales et des chevilles en bois. Et ce sont ces pièces en fer et en bois qui protègent le temple en cas de tremblement de terre.
Mais comment? Zanis Konteas, ingénieur des travaux publics, travaille avec l'équipe de restauration du site. Pour lui, les Grecs de l'Antiquité ont eu une idée de génie en installant ces pièces de liaison. Les broches étaient insérées dans des logements creusés sur le haut du bloc. Or, ces logements étaient délibérément plus grands que les broches. Une fois la broche insérée, on remplissait la cavité de plomb fondu. On voit encore des résidus de plomb ici. Le plomb scelle les broches de manière hermétique et les empêche ainsi de rouiller. Mais il joue aussi un rôle crucial en cas de tremblement de terre. Le plomb est plus souple que le fer et il absorbe en partie les tensions. En cas de tremblement de terre, le plomb plus flexible permet au bloc de marbre de se déplacer, tandis que les broches empêchent le mur de s'effondrer. C'est une technique très efficace. La longévité du Parthénon le prouve. Le système qui protège les colonnes est encore plus ingénieux. En démantelant les colonnes, les archéologues ont trouvé des morceaux de bois vieux de 2400 ans et extraordinairement bien conservés. Les empolias et les polos. Les tambours étaient maintenus entre eux par 3 éléments en bois, 2 empolias et un polos. Le polos était inséré à l'intérieur des 2 empolias. Ces éléments sont intacts grâce à l'ingéniosité des bâtisseurs de l'Antiquité. Si le bois s'est si bien conservé, c'est parce que l'humidité ne peut pas pénétrer entre les tambours. Les jointures des colonnes de la période classique sont parfaitement étanches, surtout celles du Parthénon. Le fonctionnement de ces pièces est particulièrement ingénieux. Sans elles, les colonnes risqueraient de sortir de leur axe et de s'effondrer en cas de tremblement de terre. Les empolias ont pour fonction d'éviter cela. Insérées au cœur des tambours, elles agissent à la manière d'articulations flexibles. Grâce à leur forme spéciale, les colonnes sont libres de se déplacer en cas de tremblement de terre. Mais les tambours restent alignés. Ainsi, lorsque la terre cesse de trembler, le Parthénon se tient toujours debout. Les archéologues ont même réussi à prouver que cela fonctionnait dans la pratique. Nous avons la chance d'avoir un exemple de déformation résultant du déplacement latéral de 2 tambours pendant un tremblement de terre. Sous l'effet du cisaillement, le polos s'est déformé, mais il s'est extrêmement bien conservé. Le bois maintenait les pierres entre elles. Il se tordait, mais ne rompait jamais. Les techniques des bâtisseurs grecs étaient si efficaces qu'elles sont utilisées par l'équipe qui restaure l'acropole aujourd'hui. Les ingénieurs remplacent les pierres manquantes par de nouveaux blocs de marbre. Aujourd'hui, les archéologues posent un nouveau bloc de marbre sur le mur du sanctuaire du temple. Rosalia Christodoulou-Poulou, architecte, dirige les opérations. Nous allons essayer de positionner ce bloc de marbre. Pour fixer chaque bloc à celui du dessous, les Grecs de l'Antiquité utilisaient des broches en fer. Aujourd'hui, les restaurateurs utilisent du titane, qui ne rouille pas. Et au lieu de recouvrir les broches de plomb, ils les scellent avec du ciment. Chaque pierre est renforcée par une broche qui la rend plus résistante au tremblement de terre. Le mortier est un mélange particulièrement friable. En cas de tremblement de terre, il se désagrège, permettant au bloc de se déplacer, tout comme le faisait le plomb.
Après plusieurs mois de préparatifs, il faut à peine 10 minutes pour placer le bloc dans sa position finale. En utilisant les méthodes éprouvées de leurs homologues de l'Antiquité, les ingénieurs espèrent construire une structure à l'épreuve des siècles. Grâce à d'ingénieux dispositifs antisismiques, le Parthénon tient encore debout 2400 ans après sa construction. Aujourd'hui, pour la première fois, les scientifiques peuvent examiner ces murs de près. Et ils ont fait une découverte qui pourrait lever le voile sur un fascinant mystère. À quoi cet édifice emblématique ressemblait-il exactement? Eleni Agelakopoulou, ingénieur chimiste, parcourt le Parthénon en tentant d'en savoir plus sur ces édifices. Les éléments de réponse sont peu nombreux. Mais le plus parlant se cache dans cette tour qui fait partie d'une mosquée construite au XVIe siècle à l'intérieur du Parthénon. À travers un trou dans le mur, on peut apercevoir une partie de l'ancien temple grec. Il manque des blocs dans ce mur. On peut voir très clairement les sculptures très travaillées qui ornaient cette zone, comme ces œufs et ces flèches. Le mur de la mosquée protège le marbre du Parthénon des intempéries depuis 500 ans. Ici, on aperçoit très clairement des traces de couleur bleu-vert. Il semble donc y avoir un motif ornemental qui se répète. Le marbre n'aurait donc pas été nu, mais orné de motifs colorés à l'époque de la construction de l'édifice. S'il en est ainsi, le bâtiment était-il entièrement peint? Les échafaudages construits autour du Parthénon permettent aux scientifiques d'examiner des zones inaccessibles en temps normal. Et ils ont découvert d'autres traces de peinture à l'angle du fronton ouest. Ici, on peut voir très clairement de la peinture rouge. On distingue un motif de feuilles en forme de cœur et entre ces feuilles, des cœurs rouges. C'est un motif très typique de l'époque. Non loin de là, un élément permet de comprendre comment les artistes de l'époque préparaient le marbre. Sur cette corniche, on distingue très clairement un motif ornemental. Et si on l'examine de plus près, on peut voir le quadrillage utilisé pour dessiner les motifs et appliquer les pigments pendant la période classique. Grâce à ces éléments et aux témoignages historiques, les archéologues ont pu établir un portrait robot de l'édifice tel qu'il était probablement à l'époque de sa construction. Au 5e siècle avant notre ère, le Parthénon devait être un bâtiment imposant. À l'intérieur du sanctuaire, une véritable débauche de marbre et de couleurs attendait le visiteur. Athéna arborait une cape et une armure recouvertes de plus d'1 tonne d'or. Et ses membres étaient sculptés dans un ivoire rutilant. Des motifs aux couleurs flamboyantes ornaient le plafond. Et sur le fronton, des sculptures sophistiquées relataient des scènes de la mythologie grecque avec des couleurs si riches qu'il est difficile de se les représenter aujourd'hui. Malgré toutes ces traces de couleurs, un mystère reste entier. Dure et lisse, la surface du marbre offre peu de prise aux pigments. Comment les Grecs de l'Antiquité ont-ils pu la peindre? Euphrosine d'Oxiadis étudie les méthodes de peintures anciennes. Pour elle, le secret réside dans la cire. J'ai ici de la cire d'abeille, une cire très pure, qui sent très bon. Je vais la faire fondre avec de la résine de lentisque. Pour fabriquer cette peinture spéciale, Euphrosine fait fondre la résine avec la cire d'abeille.
Puis, elle ajoute un pigment pour colorer le mélange. Elle trace ensuite le contour de son motif. On utilisait un pochoir pour dessiner le motif. La pierre que je suis en train de graver est très dure, aussi dure que le marbre du Parthénon. Il faut être très précis pour obtenir une belle rainure, mais c'est ce qui permet de maîtriser la cire. Il faut faire vite, car en refroidissant, la cire se solidifie. À l'aide d'un pinceau, je l'applique très rapidement dans le pochoir. La chaleur permet au mélange d'adhérer. Je passe la pointe du pinceau sur la flamme pour éliminer toute humidité. La cire scelle le marbre et fait un avec lui. Cette technique nécessitait beaucoup d'adresse. Les peintres devaient être encore plus habiles que les sculpteurs. Seuls les meilleurs artisans travaillaient sur le chantier du Parthénon. Les peintures du temple d'Athéna devaient donc être spectaculaires. Mais la plupart ont disparu depuis longtemps. Si les restaurateurs n'agissent pas rapidement, la pierre qui leur servait de support pourrait bien connaître le même sort. En effet, les attaques successives ont fragilisé le marbre. Au XVIIe siècle, des boulets de canon ont laissé des cratères. Mais cela n'est rien par rapport au reste. Le temple a connu bien des péripéties. En l'an 267 de notre ère, le toit a brûlé lors d'une invasion. Au fil des siècles, la statue chryséléphantine d'Athéna, couverte d'ivoire et d'or, a servi à financer des troupes, puis a été détruite dans un incendie. Plus tard, les chrétiens ont transformé le Parthénon en église et privé le fronton de ses statues de dieux païens. En 1687, le cœur du bâtiment s'est effondré sous l'effet d'une explosion de poudre à canon. Aujourd'hui encore, les bâtiments de l'acropole sont menacés. Anastasia Panou se bat pour les sauver. Comme vous pouvez le voir, la situation est critique. Il y a une dégradation due à des facteurs atmosphériques et biologiques. Le marbre s'effrite. Bref, nous sommes en train de le perdre. Une des origines du problème se trouve au cœur même des pierres. Lorsque l'édifice a été restauré pour la dernière fois, il y a 90 ans, de nouvelles broches en fer ont été insérées pour maintenir les blocs de marbre. Mais le plomb utilisé pour les sceller était de mauvaise qualité. Les broches ont rouillé, le fer s'est dilaté et le marbre s'est fissuré. Des fissures apparaissent et le marbre s'effrite. Parfois, de gros morceaux de marbre se détachent à cause de ces broches en fer. Les archéologues ont extrait plus de 900 broches rouillées du Parthénon. Et ils les ont remplacées par des broches en titane, un métal qui a la particularité de résister à la corrosion. L'équipe doit également remplacer les morceaux de marbre qui se sont détachés. Et tailler la partie manquante d'un bloc de marbre n'est pas une tâche aisée. Le tailleur de pierre doit créer une copie en plâtre du fragment manquant. Il utilise cet instrument de mesure afin d'identifier les zones de pierre à tailler. Ce travail d'une extrême précision permettra de garantir que le fragment s'assemble parfaitement avec le bloc. Pour cela, on enduit le bloc d'origine debout. On applique ensuite la réplique en plâtre sur le bloc.
Les taches de boue laissées sur la réplique indiquent les zones à tailler. Les deux blocs s'assembleront parfaitement. Pour l'instant, les nouveaux fragments sont plus blancs que les blocs d'origine. Mais avec le temps, ils se fondront avec le vieux marbre. Celui qui a été restauré il y a 35 ans a déjà commencé à ternir. À terme, il aura la même couleur que le marbre d'origine. Aujourd'hui, il ne reste plus que les sculptures les plus abîmées du Parthénon. Les plus belles et les mieux conservées ont été remplacées par des répliques en pierre et sont exposées au musée de l'Acropole. Cette frise faisait autrefois tout le tour du Parthénon. Chacun des blocs qui composent cette frise est un chef-d'œuvre. La façon dont elle est exposée ici permet de se mettre à la place de celui qui visitait le temple autrefois. L'observateur participe à une longue procession. Il y a des chevaux qui galopent, des individus qui marchent, d'autres qui portent des choses, des dieux, des déesses, des serviteurs, tous réunis en l'honneur d'Athéna. Celui qui visitait l'Acropole pour la première fois devait être très impressionné. En arrivant là-haut, il découvrait un lieu plein de couleurs, plein de vie, noir de monde. Cela devait être une expérience très intense. « 2400 ans après sa construction, l'Acropole continue de livrer ses secrets et de lever le voile sur les mystères de l'Antiquité grecque. Plus nous l'explorons, plus nous mesurons combien cette citadelle d'un autre temps est extraordinaire. Consacrée à Athéna et dépositaire du trésor de la cité, l'imposant Parthénon est le symbole de cet incomparable ensemble architectural. Véritable modèle de l'époque classique, il fait partie des chefs-d'œuvre les plus grandioses jamais réalisés.